Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs de l'administration, Martiniquaises et Martiniquais, je veux commencer par des remerciements à l'occasion de ce second congrès. Des remerciements d'abord au Président Salibert pour sa ténacité et sa combativité. Des remerciements à l'administration pour son plein engagement citoyen, militant pour la cause martiniquaise. Des remerciements aux élus martiniquais qui, au-delà de leur droit à apporter des critiques, n'ont pas exprimé de position négative radicale face à la mise en œuvre de ce processus. Des remerciements au peuple martiniquais qui nous écoute et qui nous fait l'honneur d'être extrêmement attentif à cette volonté farouche que nous partageons d'aller vers plus de progrès, plus de dignité, plus de respect et surtout plus de responsabilisation. Des remerciements au gouvernement et aux chefs de l'État qui ont accueilli à la fois l'appel de Fort-de-France et le processus du Congrès comme un moment capital dans la reconstruction des relations entre la France et les différents pays d'outre-mer. Enfin, des remerciements aux élus qui partagent vis-à-vis de l'Hexagone une situation similaire à la nôtre et qui, dans le plein exercice de leur intelligence collective, de leur courage et de leur lucidité, ont, par l'appel de Fort-de-France, exprimé ce besoin d'adaptation et de modernisation de nos rapports avec l'État pour un meilleur épanouissement de nos pays. Je veux parler de mes frères et sœurs de Guyane, de Guadeloupe, de Saint-Martin, de La Réunion et de Mayotte, qui, sans avoir les mêmes objectifs sur le plan institutionnel, ont attesté de notre unité de principe et de notre convergence de valeurs dans le cadre de ces négociations qui s'engagent. Au peuple martiniquais, je veux à cette occasion parler très directement et avec une profonde sincérité. Aux élus martiniquais, à ceux qui ont la charge du quotidien, je pense aux élus municipaux qui endossent la souffrance du peuple dans le cadre d'une responsabilité tronquée. Je vous dois la transparence nécessaire quant au consensus que nous recherchons ici. Je le dis et je le répète, quant au consensus que nous recherchons ici. Aux jeunes de ce pays, je veux redonner l'accès aux éléments d'une vie digne et la capacité de regarder et d'affronter demain. Vous avez le droit de penser par vous-même, de penser votre pays, de penser le monde et surtout de vous penser dans ce monde. Vous avez le droit de construire une ingénierie locale afin de faire émerger une nouvelle culture d'épanouissement individuel et collectif en toute conscience et en toute responsabilité. En toute conscience de nos richesses biologiques, terrestres, marines et sous-marines. En toute conscience de notre position géostratégique majeure dans cette planète, notamment océanique et logistique. En toute conscience de la valeur écologique que nous apportons à la France, à l'Europe et à l'ensemble de nos partenaires, mais aussi en pleine responsabilité par la maîtrise réelle des pouvoirs d'adaptation réglementaire et législative nécessaires à l'organisation que nous souhaitons pour nous-mêmes. Car le mal développement structurel est réel et risque à terme de nous conduire dans une impasse écologique, économique et sociale qui deviendra insurmontable. Seulement, chers amis, sommes-nous prêts, dans notre pays, à assumer une parole responsable? Sommes-nous prêts à nous mettre ensemble de manière constructive pour mieux mesurer les nécessités et les enjeux liés à cette transformation que nous souhaitons mettre en place pour dynamiser notre pays? Sommes-nous prêts à sortir de l'étroitesse politicienne et tenter ensemble une véritable action publique, politique, c'est-à-dire une action qui ne se préoccupe que de l'intérêt général et surtout de l'intérêt supérieur de notre pays et de notre peuple? Sommes-nous prêts, comme le disait souvent Césaire, à choisir le plus large contre le plus étroit? Hélas, on cultive la caricature, on fignole l'excès propagandiste, on se complaît dans l'information tronquée,
On s'adonne aux caricatures grossières et paresseuses. Et en fin de compte, on s'enferme dans un immobilisme qui ne grandit personne. Le monde a changé. Nous vivons la fin d'une époque et l'apparition d'une autre. Notre pays doit changer. Et pour cela, nous devons commencer par nous changer nous-mêmes. Alors le temps est venu d'avoir le courage de travailler et de construire ensemble un pays qui nous rassemble au lieu de nous diviser. Le premier pas de ce changement est de se regarder soi-même en toute sincérité, mesurer la gravité de la situation. Le diagnostic qui vous sera présenté est d'une richesse incroyable. Et bien sûr, le rédactionnel va s'améliorer au fur et à mesure. Il a été réalisé dans notre pays par les agents de la collectivité territoriale, par des conseils d'experts et toute une série d'auditions menées par le groupe de travail qu'anime Catherine Conconne. Je veux relever 2 ou 3 exemples de ce rapport auquel j'aurai sans hésitation donné le titre « La vérité ». En 16 ans, du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2022, la Martinique a perdu 47 359 000 habitants, soit 12% de sa population. La Martinique ne renouvelle plus naturellement sa population. Il y a plus de décès que de naissances, avec en 2022 seulement 1,93 enfants par femme contre 6 en 1960. La part des jeunes actifs est passée de 46% en 2010 à 37% en 2020. 27,4% des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté, soit 88 835 personnes. 40% des logements sont soit sans eau, soit sans électricité. Le coût de la vie, notamment de l'alimentation, est plus cher en moyenne de 38% par rapport à l'Hexagone et le coût des abonnements téléphoniques et Internet de 31,4% plus élevé. 24 homicides depuis le 1er janvier 2022, dont 19 par arme à feu. La Martinique est devenue, sans conteste, une des premières plateformes de trafic d'armes et de drogue entre les Amériques et l'Europe. 20% de la population à Fort-de-France vit sans titre de propriété depuis plus de 50 ans, ce qui fait d'eux, malgré les efforts réalisés seuls par la ville de Fort-de-France, ce qui fait d'eux des citoyens de seconde zone privés de droits et de dignité liés à la propriété. C'est encore pire dans les anciennes habitations coloniales, où des générations sont figées sous les terrains des anciens maîtres depuis 135 ans et n'ont aucun titre de propriété. Les traces de l'injustice coloniale sont encore très visibles. En 2022, 80% de ce que nous importons vient de l'extérieur et notre économie est soumise, tant sur le plan agraire que sur le plan de la production et de la consommation, au dogme de la monoculture primaire, au système de monopole. Nous n'échangeons et n'exportons que peu dans notre proximité géographique, moins de 2% de notre activité commerciale. Et voici cet effarant paradoxe. Nous sommes lamentablement étrangers à notre géographie cordiale, alors que la Caraïbe est de toute évidence notre berceau identitaire et notre famille première. Je vous le dis comme je le pense. Il nous faudra regarder ce diagnostic terrible dans tous ses détails pour être conscient de l'état dans lequel notre pays devra affronter dans les 20 ans qui viennent les catastrophes annoncées du changement climatique et les incertitudes très inquiétantes dans un monde qui se mondialise. Face à un tel drame potentiel, pourrons-nous nous contenter de toutes ces fatalités et d'un cercle infernal sur lequel nous n'aurions aucune maîtrise? C'est le cas. Au-delà du courage de la pensée, de l'opinion de tout un chacun a le droit et le devoir d'exprimer. A-t-on le courage de considérer et de faire prendre conscience autour de soi de cette vérité? Peut-on influer directement sur ce mal-être structurel permanent et historique et déconstruire ce mal social et ce mal développement qui mine le pays? Pouvons-nous abandonner aux vieilles routes, les vieilles routes et inventer une nouvelle? Nos misères sont terribles, mais nos atouts sont immenses. Sous la terre natale de Césaire, de Glissant et de Fanon, nous devons croire en nous-mêmes, penser et agir par nous-mêmes et trouver en nous-mêmes les moyens de faire face aux grands défis qui nous attendent. Et nous pouvons déjà commencer par nous mettre d'accord sur cette nécessité majeure. Le statu quo est impossible. Quels sont les actes? Quelles sont les opérations? Quels sont les défis? Quels sont les dépassements dont nous sommes capables
ensemble et qui pourrait permettre une autre forme d'épanouissement. Peut-on considérer que l'état actuel de la décentralisation, avec des transferts de compétences qu'il faut aller cueillir au bout d'un labyrinthe, sans pouvoir direct d'adaptation normative, réglementaire et législative, et sans moyens budgétaires autonomes, peut nourrir cette ambition? On cultive l'ambiguïté sciemment pour certains et par méconnaissance pour d'autres, en entretenant la confusion entre compétences et pouvoir, entre décentralisation et déconcentration, entre responsabilité et compétences d'attribution. Nos compétences d'attribution, sans aucun pouvoir réglementaire, sans aucun pouvoir législatif, pour adapter en toute cohérence les politiques et les stratégies nécessaires à une telle transformation ne suffisent pas. Ici, dans ce pays qui est le nôtre, on ne décide pas, on exécute. Et pire, les patrons ne sont même plus le président de la République ou la première ministre, mais c'est la préfecture, c'est la DEAL, c'est l'ONF, c'est la direction de la mer. Et puis, tout autre. Ce n'est pas une attaque contre ces personnes que je respecte et qui ne font qu'appliquer le pouvoir et les lignes gouvernementales. C'est la doctrine jacobine qui me révulse et quelquefois notre propre complaisance par rapport à cette situation. Bien sûr, tout dépend de la nature de l'individu qui est à la tête des institutions que je viens d'indiquer et de sa philosophie. Cela peut être l'enfer, comme cela peut être l'œcuménisme. J'avoue d'ailleurs avoir depuis peu un rapport sain, participatif, co-constructif et empreint de respect mutuel avec l'État local. Oui, nous sommes sous tutelle. Non, pas seulement une tutelle administrative et juridique, tout le monde le sait, vous le savez, mais nous sommes pire, sous tutelle mentale, car on ne pense pas le développement, on l'exécute. C'est un degré d'infantilisation jamais atteint jusqu'alors dans notre pays. C'est la tutelle sur la conception, c'est la tutelle sur la construction, sur la tutelle y compris d'opportunités sur l'idée et sur la stratégie. C'est la tutelle sur la mise en œuvre du projet à tout moment. Du coup, la culture de l'obligation d'exécuter se substitue progressivement au devoir d'imaginer et au devoir de créer. S'arracher de cet état de tutelle, c'est une obligation, c'est un impératif. Ce n'est ni une injure ni une atteinte à l'unité de la République. C'est au contraire nourrir la République de son essence même, l'accès de chacun à l'émancipation par la pensée, par l'action et la sortie salutaire du jacobinisme d'État. Sommes-nous les seuls à faire ce constat? Non. Il y a eu l'appel de Fort-de-France, bien sûr. Et aujourd'hui, cette réalité est aussi reconnue au plus haut sommet de l'État par le président de la République lui-même. Je cite, ça se passe il y a un mois. Très souvent, c'est lui qui parle. Ce qu'on a appelé décentralisation n'était qu'un transfert de compétences où beaucoup de collectivités n'agissent que comme un démembrement de l'État. Le mot est fort. Il est temps, il parle toujours le président de la République, il est temps d'ouvrir un chapitre de la vraie décentralisation. Cette décentralisation ne pourra se faire sans transférer les compétences avec leur dynamique de financement et, écoutez bien, le pouvoir normatif. Et donc, la responsabilité qui va avec. Ce n'est pas Serge Letchimy, c'est l'État. Vous voyez, c'est dit, la responsabilité. Alors que la République a réinventé les relations avec tous les territoires et tous les peuples qui la composent, c'est une vraie réforme de la pensée et de la construction à laquelle j'invite notre peuple. Posséder le droit à l'initiative, construire, co-construire l'idée, la traduire en projet, ne pas douter, croire en son génie, assumer la fierté de ce que nous sommes, accéder à la dignité de penser, d'agir, de projeter, d'innover, trouver des solutions, inventer des possibilités. Tout cela demande qu'un esprit de responsabilité imprègne chacun de nos compatriotes et que l'esprit de responsabilité de chacun nourrisse la responsabilisation de tous. Chacun peut conserver ses convictions, ne renoncer à rien et continuer de militer pour la réussite de ses idées. Mais nous pouvons nous rejoindre sous le principe politique de cette dynamique, la responsabilisation. Oui, chers collègues, chers Martiniquais et chères Martiniquaises, certains diront que les constats sont déjà connus, sont déjà sus, mais pour imaginer notre futur, pour écrire ce projet,
Pour la Martinique, il nous faut porter un regard lucide sur nos problématiques, sur nos atouts et sur nos leviers d'action. Pour porter ensemble une seule et même voix, pour défendre ensemble un seul et même projet Martinique, nous devons partager le diagnostic. Et je veux absolument remercier ceux qui ont contribué, au-delà de toute allégeance et en tout, bien sûr, respect des appartenances politiques. Je crois que nous avons démontré et que nous démontrons encore aujourd'hui que les élus peuvent s'unir dès qu'il s'agit de travailler pour la population martiniquaise. Là est tout le sens du Congrès. Je vous remercie de m'avoir écouté.